Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Agnès Perrin-Doucet, directrice de la faculté d'éducation. Je succède à Jean-Paul Udave qui a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre. Donc, je suis installée dans son fauteuil depuis une dizaine de jours seulement. Ceci étant dit, je connais bien la manifestation des mercredis des savoirs. Ceux qui ont l'habitude de nos conférences le savent, puisque j'étais en charge dans l'équipe de direction de Jean-Paul Udave du montage et du pilotage de cette manifestation pour la faculté d'éducation. Donc, hélas, ou peut-être, je ne sais pas s'il faut dire hélas en fait, mais en tout cas, hélas, bien sûr, Covid s'est encore invité dans notre quotidien et nous oblige à des reculs, à supprimer les manifestations, mais finalement, les mercredis des savoirs ont trouvé une forme en webinaire qui nous permet d'avoir peut-être plus de monde finalement que lorsque l'on fait nos conférences en présentiel. Donc, on va s'interroger sur la pertinence de reprendre un jour en présentiel. Donc, les mercredis des savoirs, c'est 5 conférences ou manifestations par an en principe, co-organisées par plusieurs structures, la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier qui accueille et organise sur le plan technique ces conférences, la Caisse des banques populaires, les CMEA, les CMEA Occitanie, la MAIF et la MGEN. Et puis, ces conférences sont aussi en lien avec la Radio Campus, avec laquelle nous avons conventionné pour une rediffusion des conférences. Donc, l'objet de ces conférences, c'est un objet, j'allais dire, en recherche, on parle d'interface, de transition, de médiation entre la recherche universitaire et le terrain. Des conférences qui ont toute une visée citoyenne, éducative, qui s'appuient sur des valeurs. Voilà, je pense que c'est les points que l'on porte haut et fort dans nos conférences. Alors, la conférence d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, enfin, elle est vraiment très attendue parce qu'elle a été programmée 2 fois, hein. Une fois déprogrammée à cause du Covid, une deuxième fois déprogrammée pour des raisons indépendantes de la volonté des participants et du conférencier. Et je suis vraiment heureuse d'accueillir Jean-Denis Faupoint pour entendre cette conférence qui s'intitule Comprendre l'adolescence. Et je lis le sous-titre qui m'interpelle. On ne peut donner que 2 choses à ses enfants, des racines et des ailes. J'avoue qu'en littéraire, j'aime bien cette métaphore des racines et des ailes. Autre élément, j'ai dit que j'avais pris ma fonction il y a 10 jours, donc j'ai une maîtrise de mon agenda très imparfaite. J'ai compris qu'il allait falloir que je sache bloquer des choses dedans si je veux pouvoir participer à ce type de conférence. Je ne pourrai pas rester avec vous aujourd'hui. L'actualité est vraiment trop importante, l'actualité, le quotidien de la faculté d'éducation, trop chargée depuis 10 jours pour que je puisse participer avec vous. Mais nos conférences sont enregistrées, le webinaire est filmé et vous pouvez les retrouver sur notre site. Le site de la faculté d'éducation, hein, fde.u-montpellier.fr et sur la plateforme vidéo de l'UM, et je crois aussi sur YouTube. Hein, et puis sur les plateformes de nos partenaires. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Yannick Laborie qui connaît bien notre conférencier. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence et à une prochaine fois en présentiel ou à distance. Je ne sais pas encore. Merci. Merci Agnès. Bonjour à tous. Donc, nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième conférence de ce cycle qui maintenant en est à sa 3e année. Donc, moi, personnellement, je suis extrêmement ravi en tant que pédagogue et surtout parent de deux adolescents parce que je vais enfin avoir tout un tas de réponses aux questions que je me pose grâce à notre conférencier.
Donc, Jean-Denis Faupoint est psychologue clinicien. Il est spécialiste de l'accompagnement individuel, des techniques de relaxation psychocorporelle et de la psychologie par l'hypnose. Donc, son intervention va cadrer et cerner l'ensemble de cette tâche un petit peu critique dans la vie de l'être humain. Et son intervention durera à peu près 1 heure et quart, une heure et demie, pour laisser un temps conséquent aux échanges. Comme nous sommes en mode webinaire, une équipe de rapporteurs va pouvoir noter et synthétiser l'ensemble de vos questions que nous poserons à la fin de son exposé. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas pouvoir agir directement, mais indirectement, et nous prendrons en compte le maximum de questions possibles. Il y aura des temps prévus d'interaction, donc vous serez prévenu par notre intervenant et par aussi, ce sera sur le chat, donc c'est un wood clap, vous verrez, c'est quelque chose d'assez interactif et assez intéressant. Enfin, je crois avoir fait le tour des questions et sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Denis pour nous expliquer ce qu'est cette adolescence qui parfois nous questionne, nous, en tant que parents. Bonne conférence à tous. Parfait, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette conférence, effectivement, sur un sujet complexe, l'adolescence, et complexe de manière générale et peut-être plus encore dans la période que nous connaissons depuis maintenant 2 ans. Donc, je ne vais pas me présenter à nouveau, je vais simplement rajouter une petite information qui est le fait que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant ni d'adolescent à la maison. En revanche, j'ai 5 neveux et nièces dont je m'occupe le plus possible et avec lesquels je suis confronté aux mêmes problématiques que tous les parents, les oncles, les éducateurs, les professeurs. Et surtout, évidemment, en tant que psychologue, je reçois très régulièrement en consultation des adolescents. Et ça me fait associer avec le fait que c'est pour ça que cette conférence est intéressante, que très régulièrement, quand on m'amène un enfant ou un adolescent en consultation, eh bien, je m'aperçois régulièrement qu'il va falloir que je m'occupe également des parents pour leur expliquer un certain nombre de choses importantes. Juste donc sur le plan pratique, on l'a dit, pour les questions, l'important c'est que vous puissiez les noter au fur et à mesure qu'elles vous viennent sur le chat, parce que nous aurons 2 personnes qui vont les collecter, les trier, les rassembler par thème, et j'y répondrai de manière exhaustive à la fin de mon intervention. Alors, justement, on va vous faire participer tout de suite. Vous allez avoir un lien qui va s'afficher dans le chat et qui va vous permettre de répondre à la question initiale pour commencer à orienter un petit peu mon propos. Qu'est-ce qui, selon vous, définit le mieux l'adolescence? Donc, j'imagine qu'il s'agit de cliquer sur le lien que Dominique vient de vous envoyer. C'est ça. On va vous laisser une petite minute pour y répondre et ensuite nous verrons apparaître à l'écran l'ensemble des réponses triées par fréquence, c'est-à-dire que les réponses les plus fréquentes apparaîtront avec une taille plus importante que les réponses les moins fréquentes. Est-ce que le lien est bien cliquable, Dominique? Oui, les réponses apparaissent là, au fur et à mesure. Ça fonctionne. Autrement, on peut faire une sélection. Hein. Vous sélectionnez avec un clic droit et vous faites un copier-coller. Ce sont les aléas de la technique.
Je vois qu'il y a des gens qui répondent sur le chat. Oui, on a énormément de réponses déjà dans le WooClap. D'accord. Bon, donc on va prendre encore 10 secondes. Ok, peut-être qu'on peut afficher les réponses. D'accord. Alors, ce qui apparaît en premier au milieu, le changement. Oui, effectivement, c'est une phase de changement, de transformation. On a la rébellion, la crise. Ouais, tout à fait, ce sont des sujets dont on va parler, évidemment. La métamorphose, son portable, effectivement. Alors là, c'est plutôt lié à l'époque moderne. Dormir tard, j'en parlerai rapidement. Les hormones, oui, la confusion, le manque de confiance ou la confiance en soi, ce sont des sujets extrêmement importants. Braver l'interdit, tout à fait, on en parlera avec la prise de risque. Les relations amoureuses, évidemment, c'est un sujet capital à cette période de la vie. Euh, bon, je regarde rapidement les autres. Ok, globalement, on a l'ensemble des thèmes dont nous allons parler aujourd'hui. Mais effectivement, encore une fois, le point central qu'on voit apparaître ici, c'est le changement. Donc, je vais essayer de repartager à nouveau mon écran. Hop, c'est ici. Ok. Alors, très rapidement, je vous donne le plan de l'intervention. On va commencer par une petite introduction de 5-10 minutes pour essayer de définir un petit peu les, les marqueurs les plus importants de cette période de la vie. Et ensuite, on va aborder les grandes problématiques en essayant à chaque fois de poser le problème, de voir quels sont les éléments auxquels il faut faire vraiment attention. Et pour certains d'entre eux, j'essaierai d'indiquer une sorte de conduite à tenir parentale, même si vous voyez, je ferai un point particulier, le numéro 6, pour essayer de définir un petit peu le rôle des parents. Mais donc, on a la construction de l'identité, bien évidemment, comment on devient un individu en phase de devenir adulte. La sexualité, on en a parlé. On a quand même des problématiques spécifiques qui sont les écrans. Dans le nuage de mots, il y avait les gens qui avaient noté portable, mais c'est le portable évidemment, mais c'est globalement les écrans et notamment Internet et les réseaux sociaux. Évidemment, la question des drogues et des comportements à risque. Et enfin, donc, une petite synthèse sur la façon dont les parents peuvent intervenir pendant cette période. Et ensuite, donc, nous aurons les questions-réponses avec le public. Alors, qu'est-ce que l'adolescence? Eh bien, on va commencer par un petit peu d'étymologie latine. Donc, ça vient du latin adelocere, qui signifie tout simplement grandir. Donc, une phase de transition, une phase de changement, effectivement. Une phase également de perte de repères. Il faut bien comprendre que pendant cette période de la vie, les choses habituelles ne le sont plus. Il va falloir construire, reconstruire un certain nombre de repères dans différents domaines. Et donc, c'est une période de fragilité, de sensibilité et de vulnérabilité. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Madame Dolto, qui a écrit un ouvrage en particulier que je peux vous recommander, qui s'appelle Le complexe du homard, et qui renvoie à une métaphore animalière, qui est le fait que les homards, mais la plupart des crustacés, euh, s'abritent dans une coquille parce qu'ils n'ont pas de squelette extérieur solide. Et le fait est qu'au bout d'un certain temps,
comme les crustacés grandissent, eh bien, leur coquille devient trop étroite pour eux. Et donc va venir le moment où il devient nécessaire de quitter la vieille coquille et d'aller chercher une nouvelle coquille mieux adaptée à sa taille. Et évidemment, la période de sensibilité, de vulnérabilité, c'est la période de transition lorsque vous avez quitté l'ancienne coquille, mais que vous n'avez pas encore trouvé la nouvelle mieux adaptée à votre taille. Et l'idée, c'est que pendant cette période particulière, la famille, l'entourage va avoir un rôle extrêmement important, un rôle de valorisation, un rôle de soutien. Euh, L'idée, c'est de leur donner petit à petit les moyens, la confiance nécessaire pour se construire en tant qu'adulte. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des variations en termes de sexe, hein, et que les filles arrivent plus tôt à cette période d'adolescence que les garçons. On sait également que depuis l'après-guerre, la période de préadolescence et d'adolescence devient de plus en plus précoce. Il y a un certain spécialiste qui pense que c'est une adaptation naturelle liée au fait que l'environnement globalement est moins menaçant, il y a moins de conflits, il y a moins de guerres que ça pouvait être le cas au début du siècle. Et donc, comme l'espèce humaine vit dans une relative sécurité, en tout cas en Occident au moins, eh bien, ça va permettre aux individus d'accéder plus tôt à cette phase de leur vie. Dans le nuage de mots, il y a des gens qui ont parlé des hormones. Effectivement, un des éléments principaux de cette transformation à l'adolescence, ça va être la modification du système hormonal avec une sorte de bombardement, hein, c'est-à-dire une activité extrêmement intense des hormones. Donc, ça va être la FSH et la LH en fonction du sexe qui vont déclencher la progestérone et la testostérone qui vont avoir un impact sur tout le fonctionnement physique du corps. Ceci va s'accompagner évidemment d'un certain nombre de transformations, certaines très apparentes, hein, que ce soit les organes génitaux primaires ou bien la pilosité, etc., etc. Et on pense aujourd'hui que c'est notamment sous l'effet de ces hormones qu'un certain nombre d'attitudes caractéristiques qui peuvent parfois être un petit peu énervantes pour les adultes, pour les parents, dont notamment la nonchalance, la fatigue, la nécessité de dormir beaucoup chez certains adolescents, eh bien, on pense aujourd'hui que ceci est dû en partie à l'action de ces hormones. Quoi qu'il arrive, il faut bien comprendre que c'est vraiment une période de maturation, de changement important à beaucoup de niveaux différents et ceci explique le fait que les adolescents, par exemple, aient besoin de dormir beaucoup, de se reposer pour assumer tous ces changements. Il va y avoir des transformations au niveau effectivement des organes sexuels, mais il va y avoir aussi surtout une croissance importante de la taille et du poids. Et ça, c'est important parce que cela signifie que ce qu'on appelle le schéma corporel, il faut savoir que nous avons tous à l'intérieur de nous une certaine image de notre propre corps qui nous permet de l'habiter, qui nous permet de le mobiliser, qui nous permet de nous en servir. Eh bien, ce schéma corporel va être transformé à grande vitesse et ça aussi, ça va nécessiter une certaine adaptation, ça va nécessiter du temps pour se réapproprier le schéma corporel, c'est-à-dire l'image interne de notre propre corps. Ça, c'est une des raisons pour laquelle l'activité physique, par exemple, est quelque chose qui va être vraiment important à l'adolescence, parce que par le biais de l'activité physique, par le fait de mobiliser le corps, eh bien, on va pouvoir favoriser cet apprentissage et cette réappropriation de l'image du corps. Je vous ai parlé à l'instant donc de du besoin de récupération et de sommeil.
Là, c'est de nouveau sous l'influence d'une hormone, la mélatonine, qu'on appelle également l'hormone de croissance, et dont on a pu mettre en évidence le fait qu'à l'adolescence, les cycles de sécrétion de la mélatonine vont être décalés dans le temps par rapport à ceux d'un adulte, avec le fait que même si il n'existait pas les écrans, les téléphones, Internet, les jeux en ligne, les réseaux sociaux, on sait aujourd'hui qu'il est tout à fait normal que les adolescents aient du mal à se coucher et à s'endormir avant 23 heures, minuit, peut-être même parfois 1 heure du matin. D'où la question, quid des rythmes scolaires? Si les enfants hormonalement sont programmés pour s'endormir tard dans la nuit, et qu'ils ont en plus un besoin important de sommeil parce qu'ils sont dans cette période de changement, de transformation importante, comment se fait-il qu'on les oblige encore à arriver à l'école ou au lycée à 8 heures le matin? Ici, j'aime bien donner un exemple très rapidement du fils de mon épouse qui, à 15 ans, devait se lever le matin à 5h30 pour prendre le bus pour réussir à arriver au lycée à 8 heures le matin. On imagine bien que s'il s'est couché à minuit ou à minuit et demi, 5 heures ou 6 heures de sommeil, ça n'est absolument pas suffisant pour lui. Et l'idée, c'est qu'à travers le remodelage de l'image du corps, à travers cette réappropriation du schéma corporel, eh bien, il va y avoir ce regard tourné vers soi, hein, ce qu'on appelle le narcissisme, qui va faire qu'il va y avoir un certain nombre d'enjeux liés à l'image de soi, à l'estime de soi, qui elles-mêmes sont en lien direct avec la confiance en soi. Alors en plus, évidemment, hein, l'adolescence, c'est une période qui est compliquée à ce niveau-là, par exemple avec l'acné, hein, quand vous avez le visage rempli de boutons, pour vous trouver beau et avoir une bonne image de soi, c'est un peu compliqué, d'autant plus que, on en reparlera tout à l'heure, il y a non seulement la question du regard que l'on porte sur soi-même, mais il y a aussi la question de ce que la société et la culture ont défini comme le modèle idéal, comme le modèle du beau. On en reparlera rapidement tout à l'heure par rapport aux écrans, mais c'est très important, par exemple, d'expliquer aux enfants et aux adolescents que les publicités qu'ils peuvent voir, que ce soit encore une fois dans des écrans ou même dans la rue, eh bien aujourd'hui, on a des logiciels de retouche d'images informatiques qui permettent de gommer toutes les imperfections des modèles que l'on va utiliser dans les publicités pour leur faire apparaître absolument magnifique, en tout cas selon les canons établis. Donc, il y a une question de rapport à soi qui va être interprétée ou intermédiée par les modèles extérieurs, et c'est là évidemment que les parents vont avoir un rôle à jouer, encore une fois, hein, pour décortiquer avec leurs enfants et leurs ados ce qu'on leur propose comme modèle idéal, de façon à pouvoir les interroger, à les faire réfléchir, tout en les valorisant, en les entourant et en essayant de leur permettre de gagner confiance en eux. Au niveau anatomique, au niveau du cerveau, eh bien, on a aussi là des travaux de recherche très précis qui nous disent que le cerveau humain, en fait, est en construction jusqu'à quasiment 20 ou 22 ans. Et c'est-à-dire qu'à l'adolescence, le cerveau n'est pas complètement terminé, et notamment au niveau de ce qu'on appelle le lobe frontal, hein, qui va être la capacité donc d'abstraction, d'organisation, de prise de décision. Le cerveau n'est pas encore complètement terminé. Autre exemple, vous voyez dans la parenthèse, on sait que c'est jusqu'à 21 ans que la capacité de contrôle interne n'est pas encore parfaitement défini. Le contrôle interne, c'est la capacité notamment de dire non, j'arrête de faire ça, je ne veux pas faire cela. Et ça, c'est très important à comprendre, on y reviendra, parce que si le contrôle interne, donc je répète, la capacité de dire non à soi-même, pour soi-même,
n'est pas encore en place, cela signifie que jusqu'à 20 ans ou 21 ans, eh bien, il faut, dans les situations importantes, dans les situations où potentiellement l'adolescent pourrait se mettre en danger, que ce soit un contrôle externe qui soit exercé, c'est-à-dire par les parents, par les éducateurs, par les professeurs, par les adultes. Et donc, c'est notamment cette donnée biologique qui explique que parfois, les adolescents prennent de mauvaises décisions et apportent des comportements que l'on appelle des comportements immatures. Alors, très rapidement, pour synthétiser, pour résumer, dans les premières années de la vie, on parle de pensée magique. L'enfant pense que la nature est animée d'esprit, un peu comme les peuples premiers. Et puis petit à petit, il va acquérir ce qu'on appelle la logique concrète, c'est-à-dire la capacité de raisonner de façon hypothético-déductive, de façon abstraite. Et c'est le moment où il commence à développer des discours qui peuvent paraître parfaitement logiques, rationnels pour l'adulte qui l'encadre. Si je prends un exemple simple à propos de l'utilisation des écrans, c'est le moment où l'enfant va être capable de dire t'inquiète, je gère. Et ce, de manière qui paraît tout à fait argumentée et rationnelle, ce qui va évidemment rassurer les parents. Mais malheureusement, s'ils ne se rappellent pas ou s'ils ne savent pas que le contrôle interne n'est pas encore en place, c'est ça qui va amener à un certain nombre de débordements. Et surtout, associé à cette pensée concrète, rationnelle, on va avoir quelque chose de très important à prendre en ligne de compte lorsqu'on accompagne les adolescents, c'est le sens de la justice. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on entend très régulièrement, notamment lorsqu'on essaye de mettre un certain nombre de limites par rapport à l'utilisation de tel ou tel élément. C'est le c'est pas juste parce que chez mes copains, ça se passe pas comme ça. Donc, la justice, qui en soi est une valeur morale importante, va être quelque chose vraiment à prendre en ligne de compte dans nos comportements, dans nos explications, dans nos décisions. Il va falloir vraiment respecter ce sentiment particulier chez l'adolescent. Et donc, effectivement, là aussi, on l'a vu dans le nuage de mots, c'est une période un peu paradoxale. À la fois, il y a le besoin de justice, mais il y a aussi la rébellion, la provocation. Et c'est une période où il va y avoir une déconstruction progressive de tout ce qui a été amené par l'éducation parentale pour ensuite progressivement reconstruire un modèle personnel. Deuxième temps de participation pour vous après cette petite introduction. On va vous proposer de répondre à un petit QCM. Alors là, je vous ai proposé quelques éléments, mais ça n'est pas exhaustif. Selon vous, finalement, dans le monde d'aujourd'hui, quels sont les défis à relever pour nos adolescents? Donc pareil, on vous laisse une petite minute. Ah, pareil, il y a des gens qui répondent dans le chat. Et toutes les réponses sont intéressantes.
Ok, on peut peut-être afficher les résultats. Alors, effectivement, on a beaucoup la réponse trouver du sens à sa vie qui revient. C'est la réponse majoritaire. C'est parfaitement exact. Et la question, c'est est-ce qu'il s'agit pour l'adolescent de trouver tout seul du sens à sa vie ou encore est-ce qu'il s'agit pour les adultes, pour les éducateurs, pour les parents euh, de proposer du sens à l'existence. En tout cas, c'est évident que c'est une des questions existentielles, hein. C'est qu'est-ce que je fais ici? Et en sachant, il faut bien se rappeler, hein, nous avons tous été enfants et adolescents, du moment où on a pensé, mais moi, j'ai rien demandé à personne. Ce sont mes parents qui ont pris la décision d'avoir un enfant. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça a du sens? S'intégrer à un groupe social en deux, alors ça c'est très important, j'ai envie de dire d'une manière générale. Il est vrai que à l'adolescence, c'est un moment particulier où on va avoir besoin vraiment de s'intégrer à des groupes de pairs. Et tout petit aparté ici, il faut savoir que ce besoin d'appartenance qui est absolument fondamental, c'est le résultat de la longue évolution de l'espèce humaine qui, pendant des milliers d'années, s'est opérée dans des conditions de nature, c'est-à-dire quand l'homme vivait en pagne dans la savane, au courant, après les antilopes, en se méfiant des ours, des tigres et des serpents. Et vous imaginez bien que dans ces conditions-là, c'était excessivement important de faire partie d'un groupe, d'une tribu, d'un clan, d'une famille, tout simplement pour des raisons de survie. Et comme ces contingences-là ont eu lieu pendant des milliers d'années, eh bien, ça a créé une espèce d'empreinte psychologique plus ou moins consciente qui fait qu'aujourd'hui, l'être humain a toujours cette pression qui consiste à réussir à s'agréger à un groupe de pairs. Et ça, on le reverra tout à l'heure, mais l'idée, c'est que dès que des individus vivent ensemble, vont émerger très rapidement un système de normes, de représentations, de règles, de valeurs qui vont définir donc ce qu'on appelle le modèle social idéal, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, et qui fonctionne sur un principe très simple, c'est soit tu corresponds au modèle social idéal, et tant mieux pour toi, tu seras reconnu, accepté et valorisé par tes pairs, soit tu n'y corresponds pas, et là, attention, danger, tu cours le risque d'être rejeté, marginalisé, ostracisé, voire même pire, psychologisé, c'est-à-dire considéré comme fou. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant, et notamment à l'adolescence. Ok, se détacher du modèle parental, oui, c'est vrai. Et là, on va avoir de nouveau l'importance du rôle des parents, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a le projet parental, il y a les attentes que nous avons placées lorsque nous faisons des enfants en nos enfants, mais des racines et des ailes, hein, qui était le sous-titre de la page d'introduction, c'est bien ça. Le modèle parental, ce sont les racines. Et les ailes, c'est la capacité ensuite d'aller plus loin, d'aller voir ailleurs et de créer quelque chose qui peut être différent dans la mesure où il permet l'épanouissement de l'enfant. Réussir ses études, ok, ça c'est important pour la suite. Trouver une petite amie, d'accord. Commencer les expériences amoureuses et construire une relation de couple et ensuite familiale, bien sûr, c'est très important. Euh, alors, prendre confiance en soi. Même remarque que pour trouver du sens à sa vie, c'est absolument fondamental, hein, pour vivre ensuite de manière satisfaisante, enrichissante, épanouissante. Mais là encore, il y a vraiment un rôle important des adultes autour des enfants et des adolescents. Ok, je vais reprendre mon écran et repartager. Et du coup, on va attaquer donc la première problématique, l'identité et l'affirmation de soi. Avec globalement, hein, par rapport au comportement social, le lien avec les autres, trois phases. Une première phase qui est la phase
d'opposition. C'est le moment où véritablement donc on va se détacher de notre héritage familial avec un espèce d'effondrement de l'acquis moral et social de l'enfance et de la période de latence. Et du coup, il va y avoir un rejet de ce qui nous a été transmis jusque-là, qui peut passer notamment par la transgression, c'est-à-dire tout ce qui m'était interdit, eh bien, symboliquement, je vais le rejeter et je vais en faire l'expérience par moi-même. Donc d'abord une phase d'opposition, ensuite une phase d'affirmation, je ne suis plus en réaction contre ce qu'on a transmis, mais ça va être la phase où je vais me poser la question de moi, qu'est-ce que je veux, et avec notamment du coup une demande d'indépendance, d'autonomie. L'autonomie pour les enfants et les adolescents, c'est vraiment une question extrêmement importante face à laquelle les parents ont souvent du mal à se positionner correctement. Là encore, souvent pour une raison simple, c'est l'effet temporel, c'est-à-dire comme je suis au contact en permanence de mon enfant, eh bien, j'ai tendance à ne pas le voir grandir. Et puis, rappelez-vous, tout d'un coup, un matin, je me réveille et là, je me dis, oh là là, mais il a déjà 15 ans. Oh là, il a déjà 18 ans. Et la question de l'autonomie, c'est qu'est-ce que je peux me permettre de lui laisser faire tout seul en confiance. Et ça, c'est vraiment une question absolument fondamentale qu'il faut traiter dans le détail. Phase d'affirmation qui va être caractérisée sur le plan psychologique par une forme de mégalomanie, c'est je suis le roi, c'est moi qui veux, d'idéalisation de la vie parfaite et avec une alternance entre générosité et égoïsme. Alors on me dit que je suis un petit peu en retard sur le timing, donc je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Et enfin, tout ça va se résoudre par la troisième phase, la phase d'insertion, où l'adolescent petit à petit véritablement va s'identifier à l'adulte, va se sentir adulte, ce qui va passer évidemment à la fois par l'indépendance affective, la construction du lien social et amoureux, et avec évidemment l'indépendance économique, l'autonomie financière, donc à travers l'accès au travail et à la relation de couple. Accès au travail aujourd'hui, surtout quand les enfants font des longues études, qui peut venir plus tardivement que ça n'était le cas il y a encore 50 ans. C'est le fameux film Tanguy, où parfois les enfants font des études jusqu'à 22, 23, 25, 30 ans. Et donc, ça peut compliquer ou en tout cas ralentir la phase d'insertion. Alors du coup, pour appartenir au groupe, je vous disais tout à l'heure, dès qu'on veut s'intégrer à un système de normes, de valeurs, de règles communes qui vont passer, c'est très visible chez les adolescents, par un langage commun, par des vêtements communs, par des loisirs et des hobbies communs. Et ça, c'est ce qu'on appelle au sens large le look, c'est à quoi je veux ressembler, qu'est-ce qui me permettra d'être accepté par les autres, mais avec l'idée que, eh bien, dans une certaine mesure, en tout cas, c'est un rôle de composition qui va être nécessaire pendant cette phase d'insertion, mais qui nécessitera ensuite d'être véritablement pensé, réfléchi pour savoir si c'est exactement ce qui correspond le mieux à l'enfant, de réfléchir aux raisons pour lesquelles il a décidé de faire ce qu'il fait. Autre élément de réflexion très important dans le passage de l'adolescence à l'âge adulte, ce sont les rites. Et l'idée, c'est que les rites de passage à l'âge adulte sont souvent symboliques, sont des sortes d'épreuves qui normalement sont organisées par les adultes. Si on fait référence de nouveau au peuple dit premier, eh bien c'était la première proie que vous alliez tuer à la chasse, etc., etc. Nous, pendant longtemps, dans nos sociétés, on a eu en France, par exemple, le service militaire, mais la difficulté, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que eh bien, ces rites ont quasiment tous disparu. Et donc la société, finalement, le groupe ne joue plus vraiment ce rôle de passage symbolique à l'âge adulte. Et là
encore, ce devrait être une vraie réflexion de la part des parents de se poser la question de qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour organiser ce rite de passage. Ce sont des choses que j'ai pu mettre en place, notamment avec mes neveux dont je vous parlais tout à l'heure. Je n'ai pas le temps de vous donner des exemples ici, mais c'est quelque chose que j'ai fait très régulièrement quand ils arrivaient à 15, 16, 17 ans, pour leur faire justement se sentir adultes, réussir des épreuves proposées par les adultes pour faire partie du groupe adulte. La difficulté, c'est que si ça s'est pas mis en place par la société, si c'est pas mis en place par les parents, eh bien, ça va être les adolescents qui vont créer leur propre rite. Et malheureusement, ça passe aujourd'hui souvent par des problématiques de consommation, tabac, alcool, cannabis, hein, dont on peut penser que pour eux, symboliquement, ça représente effectivement le passage à l'autonomie et à l'âge adulte. Ça va renvoyer à une autre question existentielle, le rapport à la mort, avec une nouvelle difficulté dans nos sociétés occidentales modernes, c'est que finalement, il n'y a plus d'accompagnement de la mort, il n'y a plus tous les rituels, les veillées, toutes les choses qui existaient encore il y a quelques dizaines d'années. La mort, c'est devenu quelque chose de tabou, c'est devenu un échec pour les médecins notamment, alors que c'est une étape naturelle de la vie, mais c'est une vraie interrogation pour le psychisme, notamment de l'enfant et de l'adolescent, parce que le discours dominant, le discours rationnel, ne nous en dit rien, nous dit que c'est un néant, c'est quelque chose où plus rien n'existe. Et la difficulté, c'est que l'esprit humain a besoin de comprendre, de maîtriser, de contrôler, il a besoin de se représenter les choses, et l'esprit humain, par définition, ne peut pas se représenter le néant. Et ce que l'esprit humain n'arrive pas à se représenter et à maîtriser va automatiquement générer de l'angoisse. Donc cette question de la mort, qui est une des questions existentielles, doit être traitée, doit être abordée, doit être discutée en famille avec les parents, à condition évidemment que eux-mêmes ne soient pas dans le déni, que eux-mêmes aient fait ce travail sur cette question-là. Et vous voyez, hein, euh, l'engouement des jeunes pour les morts-vivants, les vampires, les zombies, tous les films catastrophes, les livres pour la littérature tournent beaucoup autour de ce sujet-là, parce qu'évidemment, c'est une question qui les taraude, qui les intéresse. Enfin, pour terminer sur cette première partie, donc le rôle du modèle social, on était sur donner un sens à sa vie. La difficulté, c'est que quand on regarde bien ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, c'est assez difficile d'être dans la réassurance. On est dans une espèce de d'anxiété généralisée qui a été évidemment fortement accentuée par la période de la Covid. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment les choses vont se terminer, on ne sait pas si on pourra revenir à une vie normale. Et finalement, quand vous regardez un petit peu les grandes problématiques modernes, quand vous parle de santé, quand vous parle d'éducation, quand vous parle d'écologie, quand vous parle de finances, quand vous parle de politique, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même très peu de domaines dans lesquels on a de bonnes nouvelles et de bonnes perspectives à proposer à nos enfants. Sur le plan psychologique et psychiatrique, on sait aujourd'hui que cette période de 2 années qui vient de s'écouler a été absolument catastrophique en termes de dépression, en termes d'admission dans des services psychiatriques, en termes d'anxiété, en termes de passage à l'acte, de suicide. On est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre et à projeter. Et de nouveau, c'est le rôle de l'adulte de dire oui, il y a des difficultés dans tous ces domaines-là, mais t'inquiète pas, on est là, on est avec toi, et surtout, on a la chance quand même de vivre en France. Je ne vous tiendrai peut-être pas le même discours si on était au fin fond de l'Afrique ou en Chine, mais aujourd'hui en France, en 2021, on a la possibilité, en travaillant sérieusement, pour se construire une vie qui soit enrichissante, épanouissante et en pleine santé. Bien, du coup, on a quand même 95% des adolescents qui vont bien. Évidemment, hein, c'est les 5% qui vont mal dont il faut s'occuper notamment.
Et donc les souffrances, hein, principalement axées autour des difficultés identitaires, qui suis-je, et de troubles de l'estime de soi. Voilà, je vais un peu vite, je suis désolé, mais j'essaie de rattraper le retard et d'avancer. Ok, deuxième problématique, sous l'influence des hormones, hein, et la découverte de son propre corps et du corps de l'autre, eh bien, c'est la question du rapport au corps et à l'autre qui va commencer à se poser de manière de plus en plus prégnante. Et ici, donc, au-delà, hein, de ces interrogations existentielles majeures, qui suis-je, d'où je viens, où est-ce que je vais, déjà que c'est pas facile en temps normal de s'approprier son corps et de s'investir dans la relation affective à l'autre, on peut aussi s'interroger sur le rôle des tendances actuelles de plus en plus prégnantes visant à instaurer de plus en plus jeunes la reconnaissance, le respect, l'investissement de la différence sexuelle, que ce soit l'homosexualité, la bisexualité, les lobbies LGBT, et aujourd'hui, maintenant, depuis relativement récemment, la question du genre. Ce sont des questions évidemment importantes à accompagner lorsque les enfants les posent. Euh, mais on peut se demander dans quelle mesure le fait, là encore, de les bombarder d'injonctions et d'interrogations à ce sujet-là, c'est la meilleure façon de les aider à avancer et à se découvrir eux-mêmes. Alors, techniquement, le premier rapport sexuel, hein, donc c'est aux alentours des 17 ans, même s'il peut y avoir d'autres expériences qui surviennent plus tôt. La difficulté, c'est quoi? C'est que depuis quelques années, encore une fois, notamment liée à l'utilisation intensive des écrans, eh bien, ça va être l'émergence d'un certain nombre de modèles tout à fait particuliers, notamment par exemple la pornographie, hein. Aujourd'hui, les statistiques sont assez affolantes. On sait qu'il y a une proportion non négligeable d'enfants à partir de 11-12 ans qui ont déjà eu accès à des contenus pornographiques, qui vont évidemment véhiculer une image de la femme, de la relation amoureuse tout à fait particulière, euh, et qui risque de construire de manière un peu erronée cette image du corps et de la relation amoureuse. On pourrait parler aussi du rôle des réseaux sociaux, hein, où les rumeurs, les photos, les commentaires se multiplient. Là, je voudrais donner un exemple précis d'une de mes patientes qui a 13 ans, que la maman m'amène en consultation parce que la directrice l'a convoquée pour lui dire que sa fille avait fait circuler sur des réseaux sociaux des photos de certaines de ses camarades avec des commentaires évidemment pas très élogieux, ce qui déjà pose un problème. Mais en consultation, la maman m'apprend que du coup, elle est allée regarder un petit peu sur le téléphone de sa fille, s'est rendu compte qu'en fait, elle avait plusieurs comptes différents sur le même réseau social et qu'elle avait découvert que sur l'un de ces comptes, eh bien, sa fille avait envoyé des photos d'elle relativement dénudée à des adultes. C'est un suivi que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais un des axes principaux sur lesquels je travaille avec cette jeune adolescente, c'est de lui faire prendre conscience du danger qui consiste à envoyer des photos de soi, encore une fois, de manière relativement dénudée, à de parfaits inconnus. Et j'ai eu la stupéfaction de constater que la prise de conscience en termes de dangerosité n'était pas du tout en place. Et donc, c'est vraiment le travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Donc, un accès à peu près incontrôlé à ce genre de contenu et de réseau, parce que bien souvent, les adolescents d'aujourd'hui sont bien plus malins et bien plus efficaces techniquement que les parents, qui globalement manquent de temps, qui globalement n'ont pas envie de se
battre avec leurs enfants et de faire le flic, et qui en plus sont dépassés sur le plan technologique pour vérifier la façon dont ces consommations s'opèrent aujourd'hui chez les adolescents. Alors l'idée, c'est que c'est pourtant une question essentielle, au-delà de ce que je viens d'évoquer. Vous voyez, aujourd'hui, en France, c'est 6 000 mineurs qui avortent chaque année, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle qui soit correctement faite par les adultes, les éducateurs et les parents. Évidemment, ce n'est pas un sujet qu'il est facile d'aborder entre adultes et enfants, ça n'est ni naturel ni spontané, et pourtant, dans nos sociétés occidentales, vraiment, le sexe s'affiche partout. Hein, on est soumis à peu près 300 publicités par jour dans notre quotidien, et vous savez bien que dans 90% des publicités que nous observons, que ce soit pour vendre une voiture, un savon ou je ne sais trop quoi d'autre, eh bien, il y a quasiment tout le temps des jeunes femmes, là aussi relativement dénudées et souvent dans des positions un peu suggestives, avec le message subliminal qui est si vous achetez ce produit, vous aurez la femme qui va avec. Donc on a un vrai sujet, on a un vrai problème, c'est quelque chose qui est venu contaminer notre quotidien, qu'il est extrêmement difficile de maîtriser, de contrôler de la part des adultes, mais qui nécessite vraiment de pouvoir en discuter. Avec l'idée qu'il n'y a pas de question tabou, avec l'idée qu'il faut respecter évidemment le jardin secret de l'adolescent. Il ne s'agit pas de l'interroger en permanence sur tous ses comportements, sur tous ses souhaits, sur tous ses désirs, sur toutes ses expériences. Mais l'idée, c'est de pouvoir, et j'ai envie de dire d'une manière générale, hein, dans le rôle des parents, c'est de construire le plus rapidement possible une espèce de zone, une espèce de bulle de sécurité, de confiance, d'accompagnement, d'écoute, de respect qui donne à l'enfant, à l'adolescent, la possibilité de discuter des sujets qui sont importants pour lui à un moment ou à un autre. En sachant qu'évidemment, dans cette thématique-là, un élément absolument fondamental à transmettre, à faire comprendre, à faire intégrer aux adolescents, c'est la question du respect, le respect de son propre corps, c'est-à-dire mon corps m'appartient, personne n'a le droit d'en user, d'en abuser, d'y toucher si je ne suis pas d'accord, et inversement, le respect du corps de l'autre, ça s'appelle le consentement des partenaires. Et il m'arrive de temps en temps de faire des interventions sur le harcèlement sexuel, notamment dans les entreprises, et avec un certain nombre de rappels à la loi, hein, de définition de qu'est-ce que c'est le harcèlement, etc., etc. Et dans la loi aujourd'hui est stipulé le fait que, contrairement au dicton qui nous dit qui ne dit mot consent, hein, si la personne ne dit pas non explicitement, ça veut dire qu'elle est d'accord. Eh bien non, aujourd'hui, on a marqué dans la loi que le consentement, ou plutôt le refus, le non-consentement, n'a pas besoin de s'exprimer par des paroles. Et qu'on ne peut pas considérer que parce que l'autre n'a pas dit non textuellement, ça veut dire qu'il est d'accord. Donc, pour cela, eh bien, il va y avoir le rôle de l'adulte, de son expérience personnelle. Il peut y avoir les livres, hein, les ouvrages de toute nature qui abordent les sujets. Et puis y avoir, bien sûr, évidemment, le recours aux médecins, aux gynécologues, qui vont être des personnes neutres et bienveillantes. On pourrait rajouter probablement le psychologue également, le thérapeute, qui joue ce rôle-là de tiers, c'est-à-dire de personnes qui ne prend pas parti, ne porte pas de jugement, mais essaye d'apporter les informations nécessaires à la compréhension et à la prise de décision des enfants et des adolescents. Ok, point suivant, extrêmement important également aujourd'hui, les nouveaux médias, avec l'idée qu'effectivement, hein, les enfants et les adolescents d'aujourd'hui sont vraiment les enfants de l'image. Ils sont nés dans un monde où Internet, où la télévision, où les smartphones, où les tablettes, où les réseaux sociaux
ont tout de suite fait partie de leur quotidien, c'est-à-dire que c'est leur univers, c'est normal et naturel pour eux. Là encore, je vous conseillerais volontiers les travaux d'un chercheur français, Monsieur Desmurger, qui a écrit un bouquin dont le titre est très évocateur, qui s'appelle La fabrique du crétin digital. Là encore, une petite anecdote professionnelle. On m'amène malheureusement de plus en plus en consultation des enfants, parfois jeunes ou très jeunes, chez qui les médecins ont diagnostiqué des troubles de l'attention, des troubles de l'apprentissage, et parfois ils sont déjà sous traitement médicamenteux, notamment la Ritaline. Et donc les parents me l'amènent en me demandant ce qu'ils peuvent faire. Je les interroge sur les habitudes en termes de consommation d'écran. Souvent, on est effectivement dans des choses parfaitement excessives. Et donc, une des premières réponses que je leur donne, c'est de leur dire, moi, je vous conseille une chose, c'est pendant 6 mois, vous arrêtez totalement la consommation d'écran. Totalement. Alors, ça leur paraît complètement fou, mais nous, il y a 50 ans en arrière ou 40 ans en arrière, eh bien, on consommait très peu d'écran finalement. Et je leur dis, vous arrêtez les écrans pendant 6 mois et vous me revenez me voir à ce moment-là et on fera une nouvelle évaluation pour voir si le fameux trouble de l'attention a disparu, a évolué, ou bien en tout cas, on fera un bilan par rapport à ça. Quelques exemples, 20% des moins de 13 ans sont connectés à Facebook, alors que vous savez probablement que, eh bien, justement, on n'a pas le droit d'avoir de compte sur Facebook avant 13 ans, ce qui nous renvoie à la capacité technique des enfants et des ados à contourner un certain nombre de problématiques. Et au lycée, 90% des jeunes sont sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est évidemment de générer du contact, du lien, chercher donc des alter-ego. L'intérêt de l'écran, c'est aussi de rester anonyme, de rester caché sous son écran. C'est très facile de donner de fausses informations, une fausse photo, une fausse identité, etc., etc. Et donc, ça, ce sont des choses qui vont générer des difficultés dans les relations sociales. Là encore, le rôle des parents, c'est de faire comprendre à son enfant que c'est peut-être valorisé dans son groupe de pairs d'avoir 500 amis sur Facebook ou sur les réseaux plus modernes maintenant, Instagram, TikTok, etc. Mais la vraie question, c'est quoi un ami? Est-ce que quelqu'un qui a accepté notre invitation sur ce genre de réseau, on l'appelle ami, mais est-ce que véritablement on peut le considérer comme un ami et de pouvoir réfléchir donc aux valeurs et aux principes de l'amitié dans la réalité et pas uniquement à travers les écrans? Dans un certain nombre de cas, eh bien, ça va déclencher carrément des phénomènes addictifs. On sait aujourd'hui que notamment tout ce qui va être les jeux en ligne, les jeux en réseau vont stimuler au niveau cérébral les mêmes aires, les mêmes zones que celles qui sont stimulées par la nicotine, par l'alcool, par d'autres formes d'addiction, avec des problématiques de récompense associé à l'activité passée derrière les écrans et avec l'idée que une définition simple de l'addiction, c'est précisément la perte de contrôle, c'est-à-dire l'incapacité de résister à se livrer à une certaine occupation, à un certain comportement, alors même qu'on est conscient des risques et des dangers associés à ce comportement. Donc, malheureusement, ça c'est une problématique de plus en plus fréquente aujourd'hui et de plus en plus jeune, qui va nécessiter une attention et une vigilance particulière. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais en général, je commence par là. Je fais partie de ceux qui pensent que être parent, c'est un boulot à temps plein. C'est-à-dire que il est extrêmement important d'être parfaitement attentif et vigilant au comportement de nos enfants. Mais c'est évidemment très compliqué lorsque on a soi-même des obligations professionnelles, des contingences matérielles,
domestiques qui prennent beaucoup de temps et qui nous laissent à la fin de la journée parfaitement épuisés. Comment générer encore suffisamment d'énergie et s'octroyer suffisamment de temps pour s'intéresser de près à la vie de l'enfant. Ça, c'est une des problématiques majeures aujourd'hui, hein, c'est la question du temps, comment on intègre dans le Tetris de notre organisation personnelle, professionnelle, familiale, suffisamment de temps pour soi, suffisamment de temps pour le couple quand on est en couple et suffisamment de temps pour les enfants lorsqu'on en a. Et je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure déjà, eux, ils n'ont rien demandé. C'est notre responsabilité d'adultes et de parents que de mettre cela en place. Petite mention spéciale pour le téléphone portable, hein, qui est véritablement un espace intime. C'est comme la chambre d'un adolescent, c'est son cocon de protection, c'est un espace privé. Et je répète deux choses toujours aux parents. C'est un espace privé, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas à l'improviste dans la chambre d'un enfant ou d'un adolescent. C'est vraiment ressenti comme une forme de violation de son espace intérieur. En revanche, la chambre de l'enfant, comme le téléphone, font partie de la vie de la famille, font partie de la maison. Et donc, en tant que parent, en tant qu'adulte responsable, on se doit d'expliquer aux enfants que même si effectivement on les préviendra lorsqu'on rentrera dans leur chambre, nous nous réservons la possibilité, à n'importe quel moment, après les avoir prévenus, de venir faire un tour dans l'autre chambre et de vérifier un petit peu ce qu'il s'y passe. Le portable, c'est la même chose. On ne prend pas en traître les enfants ou les ados, mais il est très important de leur expliquer qu'en tant qu'adulte responsable, il est tout à fait possible que de manière aléatoire, impromptue, eh bien, on aille faire un tour également dans son téléphone portable. Je vous renvoie à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de cette maman qui a découvert avec stupéfaction les agissements de sa fille. Malheureusement, il a fallu que ce soit la directrice qui la prévienne, alors que c'est peut-être quelque chose qu'elle aurait pu anticiper. Ok, évidemment, la question du sommeil, on en a déjà parlé, hein, dissocier le téléphone des cycles naturels et nécessaires de sommeil, préserver le temps des repas, le temps des échanges, des rencontres, vraiment essayer de trouver le point d'équilibre entre l'utilisation des écrans et la vie sociale normale des ados. Au niveau du web, de manière plus large, pouvoir là aussi comprendre, hein, en tant qu'adulte, c'est pas encore évident pour tout le monde que Internet présente un certain nombre de dangers, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le cyberharcèlement, qui peut aller parfois très loin, qui nécessite de prendre un certain nombre de précautions quant à ses données personnelles, quant à ses interactions sur le web et sur les réseaux sociaux, par rapport au respect de la vie privée, par rapport à l'interdiction de tenir des propos agressifs, racistes, violents, mensongers. On est dans quelque chose qui peut paraître parfaitement logique, normal, rationnel, mais qui peut être vraiment exacerbé par la rapidité des échanges et des informations qui circulent sur Internet. Et encore une fois, l'adolescent peut paraître avoir une pensée suffisamment rationnelle et logique pour tout seul trouver les bons comportements, les bonnes conduites à tenir. Méfions-nous, ça n'est pas aussi simple que ça. Il y a vraiment un rôle de prévention, un rôle d'éducation et un rôle de surveillance, entre guillemets, hein, pas au sens négatif du terme, mais de vigilance, si vous préférez, à tenir par rapport à l'utilisation d'Internet. Ok, par rapport aux addictions aux drogues d'une manière générale, hein, des petits zooms rapidement par rapport à l'alcool. Malheureusement, la tendance n'est pas bonne. La consommation est en augmentation constante, impliquée dans 30% des accidents de la route chez les 18-24 ans. C'est énorme. Responsable de coma, de violences, d'accidents, de difficultés biologiques diverses et variées.
en 5 ans, le nombre de transferts aux urgences pour alcoolisation a doublé, c'est énorme, et notamment avec une espèce de mode qui est venue, si je ne dis pas de bêtises, d'Angleterre au départ, le binge drinking, hein, donc boire le plus possible, la plus grande quantité, le plus rapidement possible, avec quelque chose qui renvoie à notre société de consommation, hein, du zapping permanent, où il faut que le lâchage soit le plus rapide possible. Alors ça me permet de faire une toute petite parenthèse par rapport à une étude très intéressante en psychologie sur ce qu'on appelle, nous, la tolérance à la frustration. Très rapidement, je vous donne le protocole, il est très simple. Vous mettez un enfant dans une pièce, vous présentez devant lui une assiette dans laquelle il y a un chamallow. Et puis, il y a quelqu'un habillé avec une blouse blanche qui arrive et qui dit à l'enfant, ce chamallow est pour toi, mais j'ai un travail à finir, donc je vais sortir de la pièce. Et si tu attends que je revienne avant de manger le chamallow, tu en auras 2 au lieu d'1. La personne adulte sort de la pièce, on enclenche un chronomètre et on attend de voir ce qui se passe. Alors, si vous arrivez à retomber sur l'étude, vous la trouvez peut-être sur Internet. Ce qui est assez drôle, déjà, c'est les expressions faciales des enfants, les stratégies adoptées. Il y a ceux qui se tournent pour ne plus voir le chamallow, il y a ceux qui le prennent, qui le lèchent, qui le reposent, il y a ceux qui en mangent un tout petit morceau, il y a ceux qui craquent très vite, etc., etc. Résultat de l'étude, 20 ans plus tard, on s'est aperçu que les enfants qui avaient réussi à se retenir pendant un certain laps de temps voyaient tout un tas d'indicateurs, aussi bien en termes de santé, en termes d'études, en termes d'insertion sociale, en termes de réussite professionnelle, en termes de couple, etc., nettement améliorés par rapport à ceux qui, finalement, ont libéré leur envie plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est la tolérance à la frustration, qui est quelque chose qui, sur le plan psychique, est vraiment fondamental dans la construction d'un individu sain, d'un individu épanoui, équilibré et résistant. Et c'est là que je reviens sur ce que je vous disais. Malheureusement, notre société moderne nous explique exactement l'inverse, c'est que pour être heureux, il faut assouvir absolument tous ses envies et tous ses besoins le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, ça tombe bien, vous pouvez commander en ligne sur Internet, être livré en 24 heures, payer en 5 fois sans frais. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez renvoyer votre paquet et on vous le remboursera. Et vous comprenez bien que ça, c'est exactement l'inverse de l'apprentissage, de la retenue et de la frustration qui pourtant est fondamentale. En France, en plus, par rapport à l'alcool, on a vraiment une culture particulière. Ça fait partie de ce qui peut permettre à l'adolescent de se sentir devenu adulte, hein, les fameux rites de passage. Donc, ça peut être un objet dont il va se saisir pour se sentir devenir adulte. Donc, une particularité vraiment chez nous en France. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un volet éducatif, un volet préventif, c'est-à-dire accompagner la consommation à travers les fêtes de famille, etc., etc., mais en étant bien sûr dans la prévention, c'est-à-dire d'expliquer tous les dangers liés à la consommation d'alcool, qui au départ va être utilisé peut-être de manière festive, c'est un désinhibiteur, c'est un euphorisant. Au départ, en tout cas, ça peut sembler avoir un certain nombre d'avantages, mais évidemment, ça va avoir ensuite des conséquences à plus long terme. En sachant que, et ça c'est vrai d'une manière générale, l'interdiction n'est pas une stratégie qui fonctionne, surtout quand on a dit qu'à l'adolescence, hein, une partie du travail de maturation, c'est justement la phase d'opposition, c'est la phase de transgression, c'est la phase de recherche de limites. Donc l'interdiction ne fonctionne pas. Là encore, si je devais donner un exemple précis concernant 2 de mes neveux, alors là, ce n'était pas par rapport à l'alcool, c'était par rapport à la cigarette et au cannabis. Je leur ai dit, à partir de 10-12 ans, au moment où vous allez arriver au collège, vous allez rencontrer des gens qui vont vous proposer des cigarettes et éventuellement de fumer des joints. Je vous le dis parce que je sais que ça va arriver. Je sais qu'aujourd'hui en France, dans les cours du collège et du lycée,
eh bien, il y a des gens qui fument et qui proposent du cannabis. Et ce que je leur ai dit, c'est pas c'est bien, c'est pas bien, faut le faire, faut pas le faire. Ce que je leur ai dit simplement, c'est le jour où ça va arriver, vous venez m'en parler. Et comme j'avais fait l'effort de créer cette espèce de bulle de confiance, de possibilité de discussion sans jugement moral, eh bien, effectivement, ils sont venus m'en parler et j'ai pu leur expliquer tout ce qu'il y avait d'important à savoir. D'une manière générale également, les indicateurs, les indices qui doivent nous alerter, c'est tout ce qui vont être les comportements anormaux, tout ce qui va être la fatigue inhabituelle, tout ce qui va être la baisse des résultats scolaires, tout ce qui va être donc les consommations excessives, notamment d'alcool ou d'autres substances. Ça va être la perte de désir, la perte de plaisir, le désinvestissement des loisirs et des hobbies, le désinvestissement de la sphère sociale, des problèmes au niveau de l'alimentation, du sommeil, etc., etc. Hein, tout ça, ce sont les indicateurs qui doivent nous alerter et nous amener à chercher des causalités. Encore une fois, évidemment, le tiers, le médecin notamment, va être un interlocuteur privilégié et éventuellement les numéros verts hein, qui sont aujourd'hui disponibles également pour les mineurs. Pour la cigarette, on va retrouver sensiblement les mêmes problématiques. Hein. Dans 80% des cas, c'est à l'adolescence que la première cigarette est fumée. On va retrouver les charmes de la transgression, on va retrouver l'idée de rite de passage vers l'âge adulte, et avec quand même des statistiques hein, qui sont là aussi relativement alarmantes. Même si le nombre de fumeurs baisse depuis les années 80, on a encore 30% des jeunes entre 12 et 19 ans qui fument, et plus de 50% à 19 ans. Et les risques du tabac, on les connaît, évidemment, en tout cas en tant qu'adulte. La difficulté, c'est que la prise de conscience est souvent tardive, voire trop tardive. C'est que les gens qui ont commencé à fumer, entre 15 et 19 ans, aux trois quarts, même s'ils souhaitaient s'arrêter, n'y parviennent pas. Ici, pour dissuader un adolescent de fumer, eh bien, c'est très important de privilégier le court terme. Si vous expliquez à un adolescent que le risque, c'est de mourir d'un cancer du poumon dans 20 ans, pour lui, c'est difficilement représentable, difficilement imaginable. En plus, à cet âge-là, c'est vraiment le moment où on se sent invulnérable, on se sent tout puissant. Il sera donc beaucoup plus efficace de parler de choses concrètes, les effets négatifs sur les capacités respiratoires pour ceux qui font du sport, sur le vieillissement de la peau, sur les cheveux, sur les dents, sur la laine, etc., etc. Tout ce qui va être pris en compte notamment dans la séduction du sexe opposé. Donc vraiment de pouvoir intervenir hein, sur les conséquences à court terme qui peuvent toucher l'adolescent et effectivement le faire réfléchir. Sauf qu'on va retrouver une question un peu ardue, c'est que on n'enseigne pas ce que l'on dit, on enseigne ce que l'on est. Hein, si vous demandez à un enfant d'arrêter d'utiliser les écrans et que vous passez votre temps libre sur votre téléphone ou devant la télé ou sur votre ordinateur, eh bien le message va avoir du mal à passer. Hein, quelque chose qui permet de transmettre l'information, c'est vraiment de montrer l'exemple. Le cannabis, un ado sur deux a déjà consommé à 17 ans et 1 sur 10 en fait un usage régulier. Donc là aussi, hein, on a une vraie problématique de consommation aujourd'hui en France, avec un accès de plus en plus facile, des discours parfois même scientifiques qui sont opposés les uns aux autres, etc., etc. Donc l'idée, c'est que c'est compliqué de se repérer par rapport au message de la société. En tant que parent, évidemment, l'important, c'est pas de tolérance sur la présence du cannabis à la maison, c'est le rappel à la loi, et toujours, bien sûr, d'en expliquer les effets, les conséquences, d'aborder le sujet dès qu'il apparaît, et éventuellement de se poser la question de l'addiction, pardon, éventuellement avec un professionnel. Donc une attitude éducative et non
répressive, hein. L'interdiction, la punition n'est pas un bon levier pour faire changer une pratique addictive, mais de mettre en place des stratégies d'explication, d'accompagnement, de valorisation, de soutien dans la lutte contre ce genre de comportement. Alors maintenant qu'on a fait un peu le tour des problématiques importantes à l'adolescence, de nouveau, on vous fait travailler. Selon vous, quels sont les dangers qui menacent le plus les adolescents aujourd'hui? Parmi tout ça, et peut-être d'autres que je n'ai pas cités encore. On vous remet un lien dans le chat et on vous laisse une petite minute pour y répondre. Alors, je lis les remarques et les commentaires dans le chat en même temps sur la question des rites. Ouais, je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure de ce que j'ai mis en place avec mes neveux, du coup, dont ils se rappellent encore avec émotion 7 ou 8 ans plus tard. Alors, globalement, sur les rites, j'en profite le temps que vous finissiez de répondre. L'idée, c'est de pousser, entre guillemets, l'adolescent vers ses limites, de le pousser vers peut-être ce qui lui fait peur ou ce dont il n'a pas envie, pour l'amener à se dépasser, que ce soit physiquement ou psychologiquement, mais évidemment en faisant ça avec les filets de sécurité nécessaires et suffisants pour qu'il n'y ait aucunement de la mise en danger sous aucune forme que ce soit. Mais c'est vraiment l'idée de d'amener l'enfant à se dépasser, à se confronter à sa limite et à lui permettre de se rendre compte que lorsqu'il est soutenu, encouragé, valorisé, il devient capable de faire un certain nombre de choses dont peut-être il ne pensait pas lui-même qu'il en serait effectivement capable. Alors peut-être qu'on peut mettre les résultats du coup. Alors, on a 81% l'alcool. Alors, je vois pas toutes les réponses. Il y a que 3 réponses ou il y en a plus pour l'instant? Tabac, alcool, drogue. Il y en a 3, Jean-Denis. Drogue, donc 80% alcool, 56 D'accord. drogue et 37 tabac. Ok, d'accord. Donc, effectivement, hein, on voit bien qu'on rejoint les problématiques qu'on vient d'évoquer avec. Alors, je vais reprendre mon partage d'écran. Oula. Ok. Donc là, dans tous les cas, hein, on est sur les conduites addictives à partir de produits, que ce soit tabac, alcool, drogue. Là, a priori, on a des produits physiques qui vont générer les dangers et l'addiction. Il faut savoir quand même hein, qu'il y a des addictions qui ne reposent pas forcément sur des produits physiques. Ça peut être l'addiction au jeu, ça peut être l'addiction au sexe, ça peut être, etc., etc. Mais effectivement, là, la difficulté, c'est que ce soit le tabac ou l'alcool, ce sont des choses qui sont
et c'est absolument scandaleux, en vente libre. Il se trouve que moi-même, je suis fumeur, et à chaque fois que j'ouvre mon paquet de tabac pour me rouler une cigarette, je vois marqué le tabac contient 70 substances cancérigènes. Et à chaque fois, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi vous continuez à le vendre? Donc, on a le fait que ce soit en accès libre et même pour d'autres formes de drogue plus ou moins légales, globalement, il est relativement facile de s'en procurer. On a dit tout à l'heure que ça pouvait faire partie des codes d'appartenance au groupe dont les enfants et les adolescents ont besoin de gagner ou de rejoindre pour pouvoir y appartenir. On voit que ça fait partie des choses qui peuvent servir de rite de passage pour se sentir adulte, et ça peut également servir de transgression, c'est-à-dire de rejet du modèle éducatif parental. Donc on a beaucoup d'éléments là qui vont entrer en ligne de compte et qui vont expliquer ça. Du coup, ça ramène au fait que jusqu'aux 18 ans de l'enfant, jusqu'à la majorité, l'adulte est quand même responsable à un certain nombre de niveaux de l'enfant ou de l'adolescent. La difficulté, on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'interdiction et la punition ne suffisent pas et qu'on va donc être contraint, et c'est vraiment une tâche importante de longue haleine, de construire ce fameux espace de discussion, de réflexion, d'échange respectueuse, sans jugement de valeur, sans imposition du modèle parental, et c'est peut-être ça qui est le plus difficile, de façon à aider l'enfant ou l'adolescent à construire sa réflexion sur les raisons pour lesquelles il le fait, sur les bénéfices qu'il pense pouvoir en retirer, et de l'autre côté, sur les risques et les dangers auxquels il se soumet s'il met ça en œuvre ou s'il décide de maintenir ce genre de comportement. C'est tout ce dialogue-là, encore une fois, hein, sur le long terme, qui va être absolument nécessaire d'introduire avec les adolescents. Pardon, je vous prie de m'excuser. Une petite citation de Françoise Dolto qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Les enfants n'ont rien demandé, c'est l'adulte qui a décidé, normalement, volontairement et consciemment, quand les choses se sont bien passées. Et donc l'adulte a un certain nombre de devoirs vis-à-vis de l'être qu'il a contribué à mettre au monde. Alors, ici, petite parenthèse, petit point rapide sur le fait que avoir un enfant, c'est quelque chose qui démarre évidemment avant la conception. C'est ce qu'on appelle le projet parental. Hein, dans l'accompagnement à la parentalité, en fait, il faudrait accompagner les parents dès avant la conception, dès le projet parental. Pourquoi ils veulent des enfants, qu'est-ce qu'ils souhaitent leur transmettre, quelles valeurs, quels principes, etc. Ensuite, évidemment, il faut une attention particulière pendant la grossesse. Ensuite, il faut une attention particulière au moment de l'accouchement. Il y a tout un tas de choses là, qui seraient vraiment importantes pour réunir les conditions idéales pour faire venir au monde un enfant. Et ensuite, il va y avoir la question de l'affection, de l'amour parental, et avec cette idée que, vous voyez ici, trop d'amour peut nuire à la santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a évidemment, je veux le meilleur pour mon enfant, ce que je n'ai pas eu, mais il y a aussi un autre élément, une autre conséquence de l'amour parental, c'est le fait que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, que vous avez fini votre journée de travail, que vous êtes allé faire les courses, que vous avez fait à manger, etc., etc., eh bien, vous aimeriez que les moments que vous passez avec vos enfants et vos ados soient des moments de convivialité, de joie et de partage. Et malheureusement, comme ce sont des enfants et des adolescents, eh bien, il va falloir faire appliquer un certain nombre de règles, un certain nombre de consignes et éventuellement eh bien, mettre en place des règles, des limites, voire même parfois des sanctions pour faire respecter les règles.
Mais la difficulté, c'est que du coup, ça va générer des crises, ça va générer des conflits, ça va générer de l'opposition, ça va générer peut-être de la colère, des larmes, etc. Et donc, c'est relativement compliqué pour la plupart des parents de passer du temps à éduquer les enfants au sens large. Hein. Éduquer, il y a le côté transmettre l'information, les valeurs, les principes, et il y a de l'autre aussi poser le cadre, poser la limite. Et donc, il va falloir trouver la bonne distance, la bonne attitude qui ne soit ni trop permissive et trop laxiste, ce qui a pour avantage notamment d'éviter le conflit, mais qui empêche à l'enfant de trouver la limite. Moi, j'aime bien résumer le travail de parents et d'éducateurs en disant que le boulot de l'enfant, c'est de chercher la limite, et le travail du parent ou de l'éducateur, c'est de poser la limite. Il faut comprendre que c'est quelque chose de parfaitement naturel. Le fait qu'un enfant cherche la limite et la transgression, ça n'est pas pathologique en soi, c'est un phénomène naturel et même plutôt positif. Donc éviter tout ce qui va être laxisme d'un côté, pas de limite, et tout ce qui va être de la rigidité et de l'autoritarisme, où dès qu'il y a le petit doigt qui dépasse de la limite, c'est une punition importante, d'arriver à trouver le juste milieu. Et vous comprenez bien que c'est excessivement compliqué lorsque les parents sont séparés, hein, la monoparentalité, parce que les modes éducatifs, du coup, peuvent varier d'un environnement à l'autre et d'un parent à l'autre. Et il va falloir, là aussi, hein, trouver des outils et des stratégies pour faire comprendre à l'enfant que si vous êtes parents séparés, quoi qu'il puisse se passer lorsque l'enfant est avec l'autre parent, avec le conjoint, il n'empêche que les règles et les limites et les règles de fonctionnement qui s'exercent chez vous, ce sont les vôtres. Et que lorsqu'il est chez vous, ce sont bien ces règles-là et ces limites-là qu'il devra respecter. Dans la mesure où, en plus, hein, il n'y a pas de problématique particulière dans le conflit parental et où l'enfant se trouverait au milieu, dans une position complètement intenable, témoin, allié, confident, etc., etc., ce qui évidemment va l'inciter à s'extraire de cette situation inconfortable pour lui. Donc discuter, négocier, expliquer, trouver l'équilibre entre permissivité et autorité, entre autonomie et obéissance. Et je vous concède volontiers que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Néanmoins, c'est vraiment très important. Du coup, j'ai mis la petite citation de Monsieur Redfield que je trouve assez intéressante, assez parlante. Un parent doit élever son enfant avec une espèce d'amour sévère. Donc échange, discussion franche, etc., etc. Et avec l'idée que le dialogue est toujours une solution payante à condition de faire preuve d'une certaine patience. Là aussi, je répète souvent à mes patients, aux parents d'enfants et d'adolescents, une partie importante du travail, c'est de répéter, répéter, répéter des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois, et sans savoir si à la fin, vous obtiendrez votre résultat, votre objectif ou pas. Ça, c'est pas la question importante. Votre responsabilité, c'est d'expliquer et de répéter autant que nécessaire. Donc, je reviens très rapidement sur la notion de limite. Je vous ai dit, hein, le boulot de l'enfant, c'est de chercher la limite. Le boulot du parent, c'est de poser la limite. Et juste, je rajouterai une chose importante à comprendre, c'est que cette limite, ce cadre que l'adulte va pouvoir poser, c'est ce qui va définir une zone de sécurité pour l'enfant, zone à l'intérieur de laquelle il va pouvoir grandir, il va pouvoir se construire, il va pouvoir se découvrir. Et c'est très important que la limite soit énoncée, qu'elle soit expliquée, qu'elle soit fixée et surtout qu'elle soit faite, respectée par l'adulte.
il est fondamental de comprendre que si vous dites à un enfant ou un ado, je vais faire ça, ou je vais avoir telle attitude, tel comportement, et que vous ne le faites pas, que vous ne respectez pas votre parole, c'est ce qui va empêcher l'enfant ou l'adolescent de vous faire confiance. Il est absolument fondamental qu'il intègre que lorsque vous lui dites quelque chose, c'est effectivement ce qu'il va se passer dans la réalité. À la fois, vous lui construisez son cadre de sécurité et en même temps, vous lui permettez de prendre confiance dans votre parole, ce qui va lui permettre petit à petit de vous écouter. Il ne sera pas toujours d'accord avec vous, évidemment non. Ça vous permettra néanmoins d'échanger de manière libre, honnête et respectueuse pour avancer ensemble. Alors, dernier élément, question qu'on me pose souvent, comment faire la différence entre la crise d'adolescence, qui est cette période absolument naturelle de remise en question, de déconstruction, de reconstruction que nous traversons tous à l'adolescence. Comment faire la différence entre la crise d'adolescence normale, entre guillemets, et une problématique véritablement avérée, que ce soit l'anxiété, la dépression, les envies suicidaires, etc., etc. Eh bien, déjà, il faut comprendre qu'on est quand même là aussi avec une problématique non négligeable. Vous voyez, 40 000 tentatives de suicide et 1500 décès chaque année. Deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans. Donc, on a une vraie problématique. Mais ce qui est important, et je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est d'avoir bien en tête un certain nombre d'indicateurs, des indicateurs biologiques, la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation, l'activité physique, l'investissement dans le lien social, les groupes de pairs et d'amis, l'investissement dans des loisirs et dans des hobbies, les résultats scolaires, etc., etc., de façon à pouvoir vous positionner dans un cas ou dans un autre. Et là encore, en vous rappelant que si vous avez le moindre doute, eh bien, il est très important d'aller consulter un professionnel, un médecin, un thérapeute, etc., etc. Parce qu'évidemment, il vaut mieux alerter un professionnel pour rien, en s'étant trompé, que d'attendre et de se retrouver un jour face à une difficulté importante sans avoir été chercher de l'aide. Dans le doute, allez consulter un professionnel, mais les indicateurs auxquels faire attention sont ceux-là. Ok, ben voilà, je pense que j'ai terminé à peu près. Petite citation encore, nous pouvons apprendre beaucoup de choses des enfants, par exemple, jusqu'où va notre patience? Et enfin, Paulo Coelho, que vous connaissez peut-être, l'auteur de L'Alchimiste, avec la citation par laquelle j'ai décidé de terminer. Voilà, alors je pense que du coup, on va pouvoir prendre les questions maintenant. Je ne sais pas si... Oui, monsieur Labourie? Oui, donc merci Jean-Denis pour ce webinaire extrêmement complet. Je pense que l'ensemble des participants ont pu apprécier la quantité d'informations, tous ces exemples qui ont permis de faire vivre ces explications. Donc, nous avons quelques questions. Donc, principalement, il y avait celles concernant les rites, pour lesquelles tu as déjà beaucoup répondu. Peut-être si tu as des sources précises là-dessus. Un exemple précis personnel, donc je vous parlais de mes neveux. Les rites que j'ai mis en place pour eux, c'est ce que j'ai appelé le stage Tortue Ninja. Tout simplement parce que les Tortues Ninja, c'est connu par les enfants, les ados, ça ramène dans le registre des super-héros. Et là, on est dans cette période de la vie où on se sent un peu invulnérable, invincible, mégalomaniaque, etc., etc.
Et l'idée, c'était de les prendre avec moi pendant 1 à 2 semaines l'été, donc une période de temps quand même un petit peu longue, et de les mettre dans des conditions qui ne soient pas des conditions de confort, en tout cas pas au sens où on pourrait l'entendre habituellement, c'est-à-dire que techniquement, nous étions installés dans les ruines d'un ancien village fortifié, avec des tentes. Donc pendant 1 semaine, 10 jours, on dormait sous la tente et dans un environnement où il n'y avait ni eau, ni électricité, etc., etc. Ce qui veut dire, par exemple, bah, déjà, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas d'Internet, pas de réseaux sociaux. Il fallait tous les jours monter 10 ou 15 litres d'eau à pied dans les ruines pendant 300 mètres. Il fallait faire évidemment la vaisselle à la main, avec un programme relativement strict qui était les devoirs de vacances tous les matins, qui était de faire à manger ensemble, qui était de faire un petit jeu pour savoir qui c'est qui allait faire la vaisselle, qui était une sieste obligatoire dans un hamac tous les après-midi, et surtout, alors ça c'est déjà pas très confortable pour des gens habitués comme nous à la modernité, mais surtout, tous les après-midi, nous partions en balade à pied dans le maquis. Et j'avais trouvé un endroit où j'avais repéré un espèce de gisement de pierres plates, rondes, que je leur accrochais dans le dos pour donc symboliser la carapace du tortue ninja. Des pierres de taille et de poids évidemment adaptées à la corpulence de chaque enfant, et on allait marcher 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures tous les jours avec les pierres accrochées dans le dos, et c'était notre stage Tortue Ninja. Et ils dormaient donc seuls à deux sous leur tente, pas très loin de la mienne, mais on dormait pas ensemble, donc ils étaient seuls dans leur tente. Et je disais, il y avait quand même cette idée de filet de sécurité, la chance étant que ce lieu absolument magique était situé à moins de 500 mètres de la propriété de mes parents. C'est-à-dire que nous avions, si nécessaire, tout le confort moderne, des moyens de communication, de déplacement moderne, s'il y avait eu quoi que ce soit. Et c'est vraiment une expérience qui les a marqués les uns et les autres, parce que ils étaient dans une forme d'inconfort, de difficulté physique, mais c'était le défi à relever. Et figurez-vous que régulièrement encore aujourd'hui, ils me disent qu'ils reviendraient volontiers faire un stage Tortue Ninja. Vous voyez, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est mettre dans l'inconfort, mettre dans la difficulté, un défi à relever. Il me semble que les épreuves sur le plan physique, quand elles sont bien pensées, bien aménagées, peuvent jouer ce rôle-là. Voilà, ça c'est un exemple, hein. Après, évidemment, on peut imaginer plein d'autres dispositifs. Merci. Une deuxième question, c'est qu'en est-il de l'adolescence et de la déficience intellectuelle? Donc, comment, je pense que ce qui est derrière, c'est comment se passe l'adolescence. Est-ce que c'est des processus qui, de toute façon, se déroulent de façon systématique et de la même manière pour l'ensemble de la population? Alors, à moins qu'il y ait des problématiques spécifiques, qu'elles soient organiques, biologiques, anatomiques, ou voire même psychologiques, hein, c'est-à-dire suite à des traumatismes, à des événements de vie vraiment difficiles à intégrer pour le psychisme, normalement, l'adolescence ne s'accompagne pas de déficience psychologique. Sauf, et c'est là que je vous renvoie au bouquin de Desmurger sur la fabrique du crétin digital, sauf en cas d'utilisation excessive d'écran. Mais je disais au début, certes, le cerveau n'est pas encore complètement terminé, néanmoins, euh, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il y ait des déficiences psychologiques spécifiques à l'adolescence. Lorsque les choses se déroulent normalement, c'est juste une construction progressive, normale et naturelle. D'accord, merci. Une question concernant le lien avec les écrans et les troubles de l'attention.
C'était comment s'y repérer quand les pédopsychiatres disent qu'il n'y a pas de lien entre les écrans et les troubles de l'attention. Alors, c'est pour ça que je vous parlais du travail de M. Desmurger, c'est parce que en fonction des tranches d'âge, il a défini de manière extrêmement précise le seuil au-delà duquel l'utilisation des écrans, je dis le seuil, c'est-à-dire en termes de temps, hein, en termes de minutes ou d'heures par jour, vraiment en fonction des âges, le seuil au-delà duquel ça commence à produire des effets, notamment effectivement sur l'attention, sur la concentration, sur la vigilance, sur la mémorisation, sur l'apprentissage. Euh, alors, est-ce que tous les pédopsychiatres aujourd'hui sont correctement formés à ces questions-là? Je n'en sais rien. Je n'en suis pas sûr. Euh, Après, ce n'est pas non plus ma spécialité. Il se trouve que c'est un sujet qui m'intéresse, donc je me documente là-dessus et j'en tire de conclusions. Après, vous avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours une approche relativement radicale. Quand on évoque ce sujet-là pour un enfant ou un adolescent, ma première réponse systématiquement est toujours la même: arrêtez les écrans complètement de 3 à 6 mois, voyez quel résultat, quelle évolution ça produit, et à partir de là, on pourra investiguer de manière plus précise avec des spécialistes. Merci. Une question sur une personne qui avait une enfant qui était tournée vers les autres et on rejoint le changement en fait, hein, savoir si quand au moment de l'adolescence le changement, il y a un changement important, mais est-ce qu'il est juste ponctuel ou est-ce qu'il sera durable? C'est-à-dire est-ce que cet enfant redeviendra ce qu'il était auparavant? C'est une question un peu vague. Est-ce qu'il redeviendra ce qu'il était auparavant? Est-ce que c'est sous-entendu gentil, patient, généreux? Oui, on peut l'espérer. On peut l'espérer, bien sûr, mais tout ça, ça va beaucoup dépendre des influences auxquelles il va être soumise, et notamment après qu'il ait quitté le domicile familial. Si les rencontres qu'il fait sont bonnes, s'il rencontre des gens sérieux, sociables, généreux, altruistes, eh bien, il fera partie de ce groupe de pairs, il va en adopter les comportements. S'il rencontre une bande de voyous et qu'il devient un délinquant, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité, je ne crois pas qu'il y ait de crainte particulière à avoir a priori. Mais c'est ça qui nous ramène à cette notion d'attention, de vigilance, de dialogue, d'écoute, de partage, qui est absolument fondamentale pour essayer de contrebalancer les éventuelles mauvaises influences qu'il peut y avoir à l'extérieur. Si, alors il y a des questions qui apparaissent. Donc il y a une question concernant les chiffres du premier âge, du premier moment, du premier rapport Alors, sexuel. oui, effectivement, c'est possible qu'il y ait des chiffres plus récents. Moi, je crois que mes datas datent de 2014 ou 2015. Étant donné l'évolution globale de la société, je suis assez d'accord avec cette personne. Probablement que les chiffres ont évolué et en allant vers un accès de plus en plus précoce à la sexualité. Tout à fait. Mais En- je n'ai pas les derniers chiffres là. Ensuite, il y a une situation qui est un peu plus, je dirais, un peu moins globale et un peu plus personnelle peut-être sur une situation par rapport à un adolescent hein, c'est le long message, Jean-Denis, si vous voulez le lire en même Ouais, temps. Hein. je suis en train de le lire en même temps. Voilà, sur une situation qui est de l'ordre du chantage, entre guillemets, et de la peur du parent, forcément, hein, et des questionnements du parent par rapport à cette position, hein, qui est un petit peu une position, entre guillemets, de chantage. Hein, Oui, oui, et ça revient sur ce que pardon. vous disiez sur la négociation, la discussion, etc. Oui, alors là, donc si c'est bien le bon message, hein, la difficulté, c'est quoi? C'est que maintenant, l'enfant est majeur, il a 18 ans. C'est-à-dire que techniquement, il a le droit, effectivement, de dire maintenant, je me débrouille tout seul. L'adulte ne peut pas empêcher cela.
Et donc, qu'est-ce qui va lui rester comme moyen à sa disposition? C'est de laisser à l'enfant sa liberté, il n'a pas le choix d'une certaine manière, mais de faire en sorte de rappeler régulièrement, très régulièrement, à l'enfant que quels que soient les désaccords, quels que soient les conflits ou les disputes qu'il a pu avoir, en tant que parents, nous restons à son écoute, à sa disposition en cas de besoin, et qu'il pourra toujours compter sur nous et qu'on fera toujours tout ce qu'on pourra pour l'aider à avancer dans ses choix de vie, même si on n'est pas d'accord. Bon, il ne s'agit pas de lui acheter du tabac, de l'alcool ou de la drogue, hein, on est bien d'accord. Hein. Quand je parle de choix de vie, je ne parle pas de choses qui vont mettre l'enfant directement en danger. Mais de pouvoir effectivement le laisser vivre ses expériences en lui disant que la porte sera toujours ouverte, qu'on sera là toujours en soutien et en écoute, et que peut-être on n'est pas encore allé au bout justement du dialogue et de la discussion pour comprendre où étaient ces oppositions, de quoi est-ce qu'on parle, est-ce que ce sont des questions de principe, des questions de valeur, est-ce que ce sont des points particuliers, des points matériels particuliers, les horaires de sortie, etc., etc. Et en insistant donc d'un côté sur le fait qu'on sera toujours là en soutien, à l'écoute et à l'aider, mais en même temps en lui expliquant qu'il ne peut pas d'un côté vouloir l'autonomie, la liberté, et de l'autre continuer à se reposer sur nous en tant que parents, notamment sur le plan matériel, financier, etc. C'est les deux vont avec. S'il décide d'être libre, autonome, il va falloir qu'il soit également libre, autonome et indépendant sur le plan financier. Question difficile. Oui, bien sûr, surtout sans connaître la situation, l'enfant, là c'est très théorique, hein, ce que je suis en train de vous dire, oui. bien sûr. Mais voilà, essayez de garder le lien, même si l'enfant, lui, ne le souhaite pas, même si lui n'appelle jamais, même s'il ne répond jamais au téléphone, de lui laisser des messages, de lui envoyer des SMS et de répéter le fait que, quoi qu'il arrive, on sera toujours là, on sera toujours en soutien, on sera toujours à l'écoute. S'il a des difficultés, s'il a des besoins d'aide, il pourra venir nous voir et à ce moment-là, on reprendra tranquillement le dialogue et la discussion. D'accord. Des questions qui s'enchaînent, hein, du coup, je vais accélérer parce qu'il nous reste relativement peu de temps. Une question concernant un enfant une mère d'élève qui s'est aperçue que son enfant de 12 ans avait consulté et visionné des vidéos pornographiques. Du coup, elle se questionnait sur comment réagir face à cette situation et Alors, déjà, la première comment chose discuter. vraiment, c'est de ne pas aborder le sujet sous l'angle, encore une fois, moral ou moralisateur. Il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien ce que tu as fait, il ne s'agit pas d'être dans la punition, il ne s'agit pas d'être dans le reproche. Il s'agit d'exposer simplement les choses. Je me suis rendu compte que, et j'ai besoin que tu m'expliques un certain nombre de choses. Déjà, la première, évidemment, c'est comment il a eu accès à ces contenus. Comment il en a entendu parler, qu'est-ce qu'il a fait exactement, qu'est-ce qu'il en a pensé. Vous voyez, et on va pouvoir, en l'interrogeant sur la configuration et sur son ressenti, pouvoir ensuite petit à petit commencer à introduire le sujet en disant, bah oui, c'est normal que tu te poses ces questions-là à ton âge. En plus, encore une fois, hein, c'est quelque chose qui est globalement présent dans notre société moderne. Mais c'est un sujet qui est vraiment important, c'est un sujet auquel il faut bien réfléchir. Et si tu veux bien, on va en discuter tous les deux. Et puis ensuite, si je peux répondre à tes questions, tant mieux. Et si je ne peux pas y répondre tout seul, eh bien, je te proposerai justement d'aller en parler à quelqu'un d'autre, à un médecin, un psychologue, j'en sais rien, une infirmière, d'essayer d'avoir accès à d'autres types de contenus. Vous voyez, d'abord d'interroger, comprendre ce qui s'est passé et comment l'enfant a ressenti les choses, et ensuite, petit à petit, d'en discuter avec lui pour transmettre les messages essentiels. Et je répète ce que je vous disais tout à l'heure, le consentement, le respect de son propre corps et de celui
de l'autre. Je vous prie de m'excuser une seconde, il faut que j'aille ouvrir à mon chat parce qu'il est en train de faire ses griffes sur la porte. J'arrive. On essaie de synthétiser les questions, hein. Il y a une question de nouveau sur les écrans et c'est vrai que Jean-Denis Faupoint a déjà répondu en partie sur la question qui est posée. On va essayer de couvrir peut-être d'autres champs aussi. Donc, Jean-Denis, il y a une question sur l'adolescence et les perturbations qu'on peut avoir durant l'adolescence. Donc, la question, c'était quel est l'impact d'une adolescence très perturbée pour le futur adulte? Est-ce qu'il y a des signes alertes, entre guillemets, qui nécessiteraient d'aller consulter un psychologue? Alors, les signes d'alerte, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais les répéter encore une fois, c'est important que tout le monde les ait bien en tête. Il va y avoir un certain nombre de signes physiques, physiologiques, hein, le rapport à l'alimentation, à la nourriture, le rapport au sommeil, le rapport à son propre corps à travers l'activité physique. Il va y avoir la question de la scolarité, hein, un effondrement brusque des résultats scolaires, ça fait partie des indicateurs d'alerte. Il va y avoir la perte d'envie, la perte de désir, la perte d'énergie, la perte d'élan vital, qui va faire que petit à petit, euh, les relations sociales, amicales d'une part, et globalement tout ce qui était les centres d'intérêt, les loisirs, les hobbies, vont peu à peu être désinvestis. Il va y avoir évidemment les humeurs, hein, les enfants qui ont l'air tristes, voire même qui évoquent des pensées autour de la mort et du suicide. Euh, et tous ces éléments-là, même s'ils ne sont pas tous présents forcément en même temps, doivent nous alerter et nous amener par précaution, encore une fois en première intention, par précaution, à aller consulter quelqu'un. Il vaut mieux le faire pour rien que de ne pas le faire alors que c'était nécessaire. Parce que s'il y a une prise en charge correctement mise en place, alors la bonne nouvelle, ça s'appelle la résilience, ça s'appelle la plasticité cérébrale, c'est que lorsque les ajustements sont correctement réalisés, il n'y a pas de raison pour qu'un enfant, même après une adolescence très chaotique, très difficile, n'arrive pas ensuite, une fois adulte, à se construire une vie épanouissante et équilibrée. Et du coup, on a le pendant, Jean-Denis, sur l'absence de crise d'adolescence. Est-ce qu'il faut redouter, s'il n'y a pas eu de crise d'adolescence pendant l'adolescence, est-ce qu'en tant que jeune adulte, une crise peut survenir ou va-t-elle forcément survenir? Non, je ne crois pas que l'absence de crise d'adolescence, alors déjà, est-ce que ça existe vraiment? Parce qu'il peut y avoir malgré tout des prises de position, des oppositions qui ne seront pas forcément violentes, récurrentes, etc., etc., mais qui vont traduire ce mouvement de déconstruction, reconstruction. Mais ça peut quand même se passer relativement souplement, relativement facilement, et ça n'a aucune incidence sur la vie du jeune adulte. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de grosse crise d'adolescence qu'il y en aura forcément une à l'âge adulte. On peut avoir quand même des fois la satisfaction de rencontrer des adolescents et des jeunes adultes dont pour qui tout s'est bien passé et les choses continueront à se dérouler tout à fait normalement. Une question, et je pense qu'on ne tardera pas à conclure ces 2 heures en ta compagnie. Une question sur le rap et les modèles véhiculés au travers de certains raps, notamment qui véhiculent des images un petit peu dévalorisantes pour les femmes ou carrément dévalorisantes. Et la question est la différence entre écouter ce genre de musique et est-ce qu'il y a une reproduction est-ce que c'est un modèle qui va être reproduit par les adolescents? C'est la question du Alors, modèle, en fait, hein. oui, oui, je vais répondre plusieurs choses. Alors, la première, c'est que en ce qui me concerne, je ne suis pas fan du tout du rap, donc tout simplement, je n'y connais rien.
Ça a dû m'arriver peut-être une fois ou deux par hasard de tomber sur un clip et effectivement, on s'aperçoit qu'on est sur un modèle tout à fait particulier. Mais du coup, j'ai bien envie de faire le parallèle ou de rajouter d'autres éléments qui posent question en termes de modèle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs sur Internet, des gens qui sont suivis par des communautés parfois extrêmement importantes et notamment bien sûr de jeunes. Et dans un autre registre encore, les émissions de télé-réalité, dont une des premières, je crois, c'était Loft Story ou le Loft, je ne sais plus, etc. Mais encore une fois, sans donner un avis qui ne serait pas correct par rapport au rap en particulier, en tout cas sur la musique, j'ai envie de dire que oui, ça participe à la construction d'un modèle, d'une image mentale, d'une représentation mentale euh, qui me paraît pas forcément aller dans le sens de quelque chose de sain, d'équilibré et qui aide à se construire, avec beaucoup de précautions verbales. Et une dernière question qui est reprise aussi, en fait, c'est intervenu à plusieurs moments, sur le temps d'écran, en fait. C'est comment gérer le temps d'écran, quelle quantité d'écran selon l'âge. Alors là, vraiment, je vous renvoie la fabrique du crétin digital. Là, vous aurez tranche d'âge par tranche d'âge de manière extrêmement précise les recommandations en termes d'utilisation de temps d'écran. Je ne les ai pas toutes de tête, mais vous serez certainement surpris par les recommandations qui sont faites et qui laissent à penser qu'une immense majorité d'enfants, d'adolescents et d'adultes également, bien sûr, surconsomment les écrans. La difficulté, c'est que les conséquences sur le psychisme sont évidemment beaucoup plus importantes et beaucoup plus négatives, plus le cerveau est immature. C'est déjà pas très bon pour un cerveau adulte, c'est encore moins bon pour un cerveau adolescent et bien pire pour le cerveau d'un jeune enfant. Merci beaucoup. On arrive au terme de la conférence, du webinaire. Donc oui, la conférence a été enregistrée et sera retransmise sur le site de la Faculté d'éducation. Donc vous aurez accès à toute la conférence et vous pourrez revoir certains points si vous le souhaitez. Simplement pour terminer, déjà remercier Jean-Denis pour l'ensemble des réponses qu'il a pu apporter, parce que c'est jamais Merci à vous. facile. Et pour vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu le 9 février, et avec la diffusion d'un film qui a été primé au Festival international du film d'éducation qui s'appelle Les Lucioles, qui sera suivi par un débat avec Sophie Renaud, Christine Boutonvin et Antoine Algrin. Donc, encore quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vous invite d'ores et déjà à réserver votre après-midi du 9 février. Donc, voilà, beaucoup de remerciements dans le chat. Oui, je vois. Merci à Merci à vous. tout le monde. Merci à vous d'être venus et c'est toutes vos interventions, en plus de forcément celles de Jean-Denis, qui ont fait la richesse de ce moment. Donc, je vous dis à tous à bientôt et à la prochaine réunion. Eh bien, bonne continuation, bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup encore.